à tous, bienvenue sur la chaîne de la micronutrition 2.0. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va parler d'un sujet qui, je suis sûre, va vous intéresser. Il s'agit des mécanismes bloquant la perte de poids ou en tout cas empêchant la stabilisation de la perte de poids. Bon, souvent l'un va avec l'autre. On va parler aujourd'hui des mécanismes biologiques de résistance à la perte de poids et on parlera prochainement des mécanismes psychologiques, donc des facteurs de résistance psychologique à la perte de poids parce qu'ils existent et ils sont aussi importants, voire peut-être même plus importants que les mécanismes de résistance biologique. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous faire un petit résumé du dossier, il me semble que c'était le dossier numéro 9 de santé intégrative qu'avait rédigé le docteur Didier Schoss sur ces mécanismes biologiques de la résistance à la perte de poids. Donc le but n'est pas de vous reprendre en détail ce dossier parce que ça serait d'une assez compliqué à faire et surtout ça serait compliqué peut-être à comprendre et peut-être pas très intéressant. Le but n'est pas de faire un cours de micronutrition mais de vous donner des informations générales pour vous permettre peut-être de vous orienter et d'envisager de consulter si vous vous reconnaissez dans certains points que je vais vous exposer. Donc un des premiers mécanismes de résistance à la perte de poids, il est bien connu, on en parle de plus en plus, même le grand public en parle aujourd'hui. C'est un mécanisme, on va dire, au niveau de la fonction cerveau, il s'agit des déficits de synthèse en neuromédiateurs. Le neuromédiateur qui est principalement concerné s'appelle la sérotonine. Je pense que vous avez dû déjà entendre parler de la sérotonine. Donc la sérotonine, en fait, c'est un neuromédiateur qui va permettre de gérer non seulement votre humeur, c'est pour ça qu'on utilise d'ailleurs des antidépresseurs qui sont des inhibiteurs de recapture de la sérotonine, mais aussi de gérer votre rapport aux aliments sucrés et notamment vous permettre de gérer vos compulsions alimentaires sucrées. On se retrouve donc très souvent en face de patients qui ont des pulsions irrépressibles pour les aliments sucrés, notamment en fin de journée, et ça s'aggrave au fur et à mesure de la soirée. Des patients qui ont des humeurs basses, qui sont irritables, et c'est souvent dû à un déficit en sérotonine. Alors comment est-ce qu'on fait pour diagnostiquer ce déficit? Les tableaux cliniques sont vraiment très francs, très faciles à diagnostiquer. On retrouve, voilà, encore une fois, des troubles de l'humeur, un comportement alimentaire difficilement gérable avec ses appétences pour le sucre, pour l'alcool aussi, et puis toutes les autres addictions comportementales, pas qu'au niveau de l'alimentation. Ça peut être une addiction au sport, au jeu, les achats compulsifs, une addiction à une série. Donc vous voyez qu'on est quand même potentiellement très nombreux à avoir un déficit en sérotonine. Alors jusqu'à présent, les personnes qui essayent de faire un petit peu de micronutrition mais qui ne sont pas particulièrement bien formés et experts ont tendance à avoir des raisonnements un petit peu simplifiés en se disant bon la sérotonine est très vaste, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va augmenter le précurseur, donc c'est l'acide aminé qui permet la synthèse de sérotonine. Donc il s'agit du tryptophane et donc on donne des doses de tryptophane aux patients. Alors il faut savoir que c'est une stratégie qui peut être intéressante, mais souvent on se rend compte que les baisses de sérotonine ne sont pas dues à un manque d'apport en acide aminé tryptophane, mais plutôt à des mécanismes qui vont dériver le tryptophane et l'empêcher de passer la barrière hémato-encéphalique et d'aller au niveau du cerveau. Donc on s'intéresse, quand on est micronutritionniste, au cours d'une consultation, quand on diagnostique ce déficit en sérotonine, à aller vérifier un petit peu toutes ces voies de dérivation. Notamment on a la constipation qui va entraîner une oxydation du tryptophane, on a donc tous les problèmes de troubles digestifs, il faut les surveiller, ça sert à rien d'aller donner du tryptophane à un patient s'il est constipé par exemple. Il va falloir travailler sur les troubles du transit. On a tout ce qui est problème d'inflammation de bas grade, ces inflammations qui sont à bas bruit, qui vont entraîner en fait une dérivation du tryptophane dans une voie qui s'appelle la voie des kynurénines, donc avec une activation d'enzymes. Bon, c'est un petit peu compliqué, mais pareil, là encore une fois, nul besoin d'apporter du tryptophane, vous allez aller produire des dérivés toxiques, potentiellement toxiques, au lieu d'utiliser ce tryptophane pour produire de la sérotonine. Donc là, il va falloir mettre en place une stratégie qui va permettre de gérer l'inflammation de bas grade et l'oxydation. Donc il peut y avoir ce mécanisme de dérivation. On a également la sursollicitation du foie. Je vous ai fait une vidéo sur la détoxification hépatique. Il se trouve que lorsque le foie doit détoxiquer
plus que d'habitude, on a besoin de synthétiser plus de vitamine B3, la niacine, et on utilise le même précurseur que la sérotonine, c'est-à-dire le tryptophane. Donc là, voilà, les femmes par exemple qui sont sous contraception, les patients qui prennent des médicaments au long cours, ça peut être intéressant d'aller soutenir la détox hépatique, de vérifier les statuts en vitamine B3. Et pas forcément de donner du tryptophane tout seul. Donc je vais pas vous les donner tous en revue parce que ça serait très long. On pourrait faire, je pense, au moins 1 à 2 heures, enfin des cours sur la sérotonine. On peut en avoir des heures et des heures. Donc voilà, le but c'était juste de vous dire, ça peut être un facteur bloquant de la perte de poids, les déficits en sérotonine. Si vous vous reconnaissez dans ce tableau de la personne qui est irritable, qui a une humeur basse, qui est un peu agressive, qui a des compulsions sucrées, qui a des comportements addictifs, il se peut que vous ayez un déficit en sérotonine. Donc n'hésitez pas à consulter un expert en micronutrition, il saura évaluer et diagnostiquer ce déficit, estimer son importance et mettre en place un protocole adapté aussi bien alimentaire que de compléments alimentaires pour vous permettre de retrouver un taux de sérotonine suffisamment élevé et donc vous permettre de gérer ces compulsions sucrées. En général, elles passent au bout de 2-3 semaines. À partir de 3 semaines, on commence à avoir un résultat sur l'appétence pour les produits sucrés, puis avec une humeur qui devient plus stable. Donc ça, c'est un des premiers mécanismes de blocage. Le second qui est un peu en lien avec celui-ci, ce sont les déficits micronutritionnels. Donc vous pouvez avoir un problème de surpoids ou d'obésité ou un problème de difficulté à la perte de poids ou de stabilisation de la perte de poids parce que vous avez des déficits en micronutriments. Alors plusieurs micronutriments sont en jeu, ils sont même nombreux, mais les principaux qu'on regarde lorsqu'on est dans une démarche de perte de poids, c'est le fer. Donc on va aller doser la ferritine. Après on peut faire des bilans martiens un petit peu plus complets avec le coefficient de saturation de la transférine, l'hepcidine. Bon, il y a des choses à faire. Mais voilà, la ferritine est le marqueur qui nous permet de voir où est-ce que vous en êtes au niveau de votre statut en fer. On a aussi les problèmes d'iode. On a très souvent, et alors le fer je le vois très régulièrement, mais l'iode je le vois quasiment tout aussi régulièrement, les déficits en iode qui sont importants et qui bloquent la perte de poids. Donc ça aussi ça a été mis en avant. Les déficits en iode, quand on n'a pas un statut optimal en iode, souvent on a des problèmes au niveau de la perte de poids et c'est vrai que quand on fait des bilans thyroïdiens, on ne dose pas l'iodurie, hein. On fait TSH, T3, Libre, T4 et on ne fait pas l'iodurie. Donc c'est quand même quelque chose à vérifier, en tout cas moi je le vérifie. On a les déficits en chrome. Le chrome c'est vraiment un micronutriment qui a une place centrale dans tout ce qui est métabolisme glucidique, action de l'insuline. Et c'est intéressant de supplémenter en chrome lorsqu'on a un tableau qui nous fait penser qu'on a besoin d'optimiser le métabolisme glucidique et l'action de l'insuline, travailler sur l'insulinorésistance par exemple. Donc voilà pour les principaux, on va dire, marqueurs, en tout cas en termes de micronutriments. Bien évidemment il y a aussi le magnésium, puisque comme c'est le cofacteur de très nombreuses réactions, notamment de synthèse des neuromédiateurs, c'est important aussi d'avoir des statuts en magnésium optimaux et on est très nombreux à être déficitaires en magnésium. Donc c'est également un profil de surpoids, d'obésité, ces déficits en micronutriments. Autre profil qu'on peut retrouver, c'est le profil digestif et on en parle beaucoup, on en parle de plus en plus et je pense qu'il est au cœur de nombreux problèmes. On ne cesse de le répéter en ce moment, l'intestin, le second cerveau. Je pense que si le terme cerveau n'était pas déjà pris, on aurait dit intestin, premier cerveau. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que dans la population des personnes en surpoids, en obésité, on avait des flores microbiennes, donc des microbiotes, un microbiote intestinal qui était différent aussi bien en termes de qualité qu'en termes de quantité de population microbienne et du coup on a des familles qui sont complètement absentes comme notamment l'archémienne. Voilà, certaines familles qui sont absentes, on a des problèmes de dysbiose et souvent les problèmes de surpoids, d'obésité, d'insulinorésistance partent de cette dysbiose. Donc le but ça va être de dépister la dysbiose et de la prendre en charge en travaillant sur les probiotiques mais aussi et surtout sur les prébiotiques parce qu'on n'a pas de souche spécifique pour Akkermansia. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller nourrir la flore avec des fibres qui vont permettre aux bonnes bactéries de se développer. Ce sont les substrats. On va utiliser notamment des acides gras à chaîne courte.
Donc voilà, ça peut être un profil et c'est extrêmement important de travailler sur la dysbiose lorsqu'il y a des problèmes de surpoids, d'obésité, lorsqu'il y a des phénomènes, des mécanismes de résistance à la perte de poids. Voilà, il faut prendre en charge cette dysbiose et je pense d'ailleurs à un livre qui a été coécrit par les docteurs Benedetti et donc Schoss sur maigrir intelligemment si tout venait de l'intestin. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais justement tous ces profils sont repris. Donc voilà, il y a autre problème, autre profil. On retrouve très souvent chez les patientes qui ont fait de nombreux régimes une carence en acides gras, et notamment en acides gras oméga 3 qui sont extrêmement importants, mais pas que les acides gras oméga 3. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les acides gras à courte chaîne sont aussi très importants, et comme on diabolise les graisses et qu'on ne cesse de les diaboliser, même si aujourd'hui le discours est quand même un petit peu plus cohérent, il y a une importance de consommer du beurre, du fromage, tous ces acides gras à chaîne courte qui vont avoir un intérêt au niveau de votre flore, du microbiote. Il y a une importance capitale au niveau des oméga 3 et on se retrouve avec des patientes qui ont des statuts en acides gras essentiels qui sont effondrés, et là la perte de poids, je peux vous assurer qu'elle est impossible lorsque les statuts sont effondrés. Et quand on voit les modèles alimentaires qui sont prescrits et qui sont mis en avant dans des régimes minceurs quelconques, lambda, c'est une catastrophe en termes de statut en oméga 3, en oméga 6 et donc en acides gras chaîne courte. Donc les oméga 3 ont une place extrêmement importante. Et il faut faire en sorte d'avoir voilà, un bon profil en acides gras. C'est quelque chose qu'on contrôle également et qui est aussi bien important pour la fonction cerveau que pour la communication cellulaire. Donc voilà, toutes les personnes qui ont supprimé, qui ont banni toutes les graisses de leur alimentation, qui mangent des crudités sans vinaigrette, qui mangent plus de beurre, qui mangent plus de fromage, vous risquez d'avoir des problèmes au niveau de la communication cellulaire, des problèmes au niveau de la dysbiose. Donc ça pourrait expliquer en partie en tout cas la résistance à la perte de poids. Voilà, je vous ai fait un petit peu le tour, je ne suis pas rentrée dans les détails, j'ai essayé de faire le plus court possible, le plus synthétique possible, mais je vous invite à aller lire l'article sur le blog qui est beaucoup plus complet, où je reprends un par un tous les blocages, en fait finalement tous les profils de surpoids et d'obésité sur lesquels on va travailler en consultation. On va vraiment aller s'attacher à dépister, à aller investiguer chacun de ces hypothétiques maillons faibles finalement, facteurs bloquants de la perte de poids, et mettre en place des modèles qui vont être bien spécifiques à chaque facteur et proposer une complémentation qui va permettre justement de renforcer chacun des maillons faibles. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai essayé de faire vraiment le plus court et le plus simple possible. Retenez qu'il existe des facteurs bloquants au niveau physiologique, au niveau biologique, mais bien évidemment, de l'autre côté, on a tout ce qui se passe au niveau de la tête, au niveau du comportement, au niveau des pensées, au niveau des émotions, qui ont également une énorme importance. Donc je vous en parlerai prochainement dans une autre vidéo. En attendant, ça serait, je pense, peut-être intéressant d'aller évaluer un petit peu où est-ce que vous en êtes en termes de synthèse de neuromédiateurs, en termes d'acides gras, en termes de dysbiose, et vérifier si peut-être votre problème, en tout cas de résistance à la perte de poids, ne viendrait pas de l'un ou de l'autre des facteurs, voire de tous ces facteurs cumulés, parce que chez certaines patientes, on a vraiment des profils très francs, par exemple neuromédiateurs, mais chez d'autres on a des panachages, donc c'est important d'avoir une vision très globale et de mettre en place le protocole le plus adapté avec une prescription de compléments alimentaires minimale efficace. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à très bientôt, à votre santé!